3, 2, 1. Here we go! Mesdames, Messieurs, bonjour, rebonjour. Y a-t-il parmi vous des gens qui étaient là ce matin dans cette même salle? Oui. Bon, donc il y en a deux qui me connaissent, donc je me présente auprès des autres. Frédéric Denré, journaliste, magazine Marianne notamment, France 5 également, un habitué des débats sur l'eau et de cyclo. Donc j'étais à Cyclo Montpellier et avant à Salanches. On se pose toujours un peu les mêmes questions avec des réponses différentes d'un territoire à l'autre. Et là, on va aborder, après les prospectives, après les institutionnels, les collectivités. On peut appeler ça une tarte à la crème, on peut appeler ça en langage journalistique un marronnier, on peut appeler ça un mot valise. La sobriété, il faut être sobre. Alors ce mot est toujours compliqué à appréhender par beaucoup de gens. La sobriété est associée à la pauvreté, au frein. À l'immixtion de la réglementation ou d'une agence étrange dans la vie des gens. Néanmoins, c'est un objectif affiché, en tout cas officiellement, par Emmanuel Macron lors de la présentation du plan eau, 10% d'économie. Et tout à l'heure l'a rappelé Nicolas Hilbert de l'Agence de l'eau sur le bassin d'Our-Garonne. Il y a quelques nécessités à faire attention. Il manquerait d'ores et déjà 250 millions de mètres cubes et cela pourrait aller jusqu'à 1,2 milliard en 2050, des chiffres qui étaient déjà donnés il y a une quinzaine d'années par Martin Malvy. Il faut donc économiser au moins 10% et on va voir comment. Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir Peggy Gauthier, Nadine Launay, Sophie Palmier, Valérie Perrier, Anne Burgalière, Margot Fargier et Mathieu Lestrade. Ce qui veut dire que vous prenez vos deux mains et vous les rapprochez l'une de l'autre dans un mouvement répétitif. Merci beaucoup, merci d'être là. Peggy Gauthier, vous êtes chargée de mission développement durable à O17. Nadine Launay, vous êtes directrice générale de O47. Sophie Palmier, vous êtes directrice usine de la Sabom. On a vu votre chef tout à l'heure. Il n'est pas dans la salle, donc vous aurez libre parole. Ça va, vous êtes tranquille. Valérie Perrier, vous êtes adjointe au directeur territorial de l'Agence de l'eau d'Our-Garonne. Donc votre patron était là tout à l'heure. Il n'est pas dans la salle. Donc vous êtes tranquille. Anne Burgalière, vous êtes chef de projet territoire en transition hydrique à Limoges Métropole. On a eu 2 Limoges Métropole tout à l'heure, ce matin. Limoges est très présente à Cyclo. Margot Fargier, vous êtes responsable transition écologique à la Régie de l'eau Bordeaux Métropole. Et le seul homme, en plein milieu, Mathieu Lestrade, directeur grand projet d'investissement Rivéo du Sud-Ouest. Mine de rien, il est très rare dans ma position d'animateur que je vois un débat à presque 100% féminin. Habituellement, c'est une femme qui est au milieu de plein d'hommes. Madame Perrier, est-ce que ça veut dire que la sobriété est un sujet genré? C'est une introduction comme une autre. Il n'y a que les femmes à s'occuper de sobriété. Ben oui, parce que ce matin, vous aviez les chefs, il n'y avait que des hommes. Et là, cet après-midi, on est là. Donc les hommes sont là pour discourir, les femmes pour agir. C'est ça, c'est exactement ça. Bon, l'Agence de l'eau, en tout cas, je m'en réjouis. Voilà. Non, je m'en réjouis vraiment parce que je fais juste une petite incise, mais en tant qu'animateur, on voit systématiquement des hommes qui ont l'habitude de parler et des femmes qui hésitent toujours à parler, qui se sentent pas toujours légitimes à parler. Ben, manifestement, vous le sentez et c'est bien mieux comme ça. Madame Perrier, donc, l'Agence de l'eau a un objectif en matière de sobriété. C'est un axe majeur, si j'ose dire, du 12e programme. C'est exactement ça et bon, ça a été dit. Mettez bien le micro sur le menton. Ça a été dit ce matin et vous l'avez rappelé aussi dans votre introduction. C'est vrai qu'on a un objectif de moins 10% en termes de sobriété qui a été fixé par le président de la République, tout usage confondu. Et c'est vrai aussi qu'il est urgent en fait d'agir puisque on est sur un bassin, sur le bassin qui est le plus, qui déjà part d'une situation très déficitaire, comme l'a rappelé Nicolas Hilbert ce matin. Donc ces questions de sobriété, elles sont de
plus en plus prégnante dans tous les échanges qu'on peut avoir avec l'ensemble des usagers, que ce soit les collectivités, les agriculteurs ou les industriels et évidemment les services de l'État. Quand vous dites c'est prégnant, pardonnez-moi de vous couper, c'est-à-dire que vous en parlez systématiquement ou ce sont les gens que vous subventionnez qui vous en parlent, qui vous disent on aimerait faire moins, aidez-nous? C'est les deux. C'est les deux parce que à la fois il y a beaucoup d'initiatives qui partent du terrain et parce que aussi on commence à voir l'accélération du changement climatique et notamment avec l'année 2022 qui a quand même été, je pense, un révélateur dans toutes les têtes. On voit aussi à l'inverse l'excès d'eau. Donc l'adaptation qu'il va falloir qu'on ait, il faut vraiment l'accélérer. Donc on est à la fois nous en termes de planification à l'échelle soit du grand bassin Adour-Garonne, soit des sous-bassins d'Adour-Garonne, à chercher à faire de la planification sur la sobriété. Mais on a aussi beaucoup de maîtres d'ouvrage qui viennent vers nous en nous disant on a besoin de votre appui et technique et financier. Ce que je voulais aussi rappeler, c'est que les économies d'eau, la sobriété, c'est une évidence, mais ces économies d'eau et cette sobriété ne seront pas suffisants. Donc on aura besoin de ce qu'on appelle, nous, au niveau du bassin Adour-Garonne, d'un mix de solutions. La sobriété en fait partie, l'objectif a été rappelé, c'est 200 millions de mètres cubes économisés, mais il va quand même nous manquer 1 milliard. Donc forcément, il va falloir mobiliser de la ressource aussi déjà existante et il va certainement aussi falloir créer de nouvelles ressources. Est-ce que ça veut dire 200 millions face à 1 milliard, ça paraît peu, ça ne fait jamais que 20%. Enfin bon, c'est déjà pas mal, 20%. Ça représente 10% des volumes actuellement prélevés. Est-ce que ça veut dire que cet objectif de 10%, il est le même, quel que soit le bassin versant, quelle que soit la situation, ou est-ce qu'il y aura une sobriété plus forte, imposée, demandée à d'autres, parce que la Charente, c'est pas la Dordogne, qui n'est pas la Garonne. A priori, on se dit que sur la Garonne, il faudrait économiser un peu plus que sur la Dordogne, par exemple. Alors l'objectif, il est le même. Par contre, l'idée, en fait, c'est de partir sur chacun des sous-bassins d'un diagnostic très précis de l'état des prélèvements au niveau des différents usagers. Et en fonction de ce diagnostic, demander des efforts qui seront peut-être pas forcément les mêmes sur le bassin de la Garonne ou sur le bassin de la Dordogne. Si je garde cet exemple-là, sur le bassin de la Garonne, les volumes prélevés les plus importants sont représentés par les usagers agricoles à l'échelle d'une année. Par contre, sur le bassin de la Dordogne où moi je travaille, l'usage qui est le plus représenté en termes de prélèvement, ce sont les prélèvements liés à l'eau potable. Donc, pour arriver à cette globalité du moins 10%, nous, sur la Dordogne, on va demander beaucoup plus d'efforts aux collectivités vis-à-vis de l'eau potable, alors que sur la Garonne, il va y avoir aussi un effort beaucoup plus important demandé aux agriculteurs. Donc la sobriété partout, mais pas de la même façon selon les usages réels. Madame Fargier, à l'échelle de Bordeaux Métropole, ça représente un gros effort, l'atteinte, si vous voulez être mis en objectif, de 10% d'économie? Alors oui, c'est forcément un gros effort, ça va être un gros effort pour tout le monde. Au niveau de la régie, on ne s'est pas encore fixé d'objectifs chiffrés. En revanche, la régie est toute jeune, elle a été créée au 1er janvier 2023. Mais ça fait partie des projets structurants qui est d'établir un plan d'économie d'eau global et qui vise à adresser au mieux la différente typologie des usagers que nous avons à l'échelle de la régie. Que vous avez bien identifié, que vous connaissez ou qui mériterait d'être mieux connu encore? Alors qui mérite toujours d'être mieux connu. En revanche, ce n'est pas parce qu'il y a une typologie d'usagers qui représente un faible pourcentage de notre consommation qu'il ne faut pas l'adresser. Par exemple, si on regarde l'usage public, des collectivités, des communes, ce n'est pas forcément la plus grande part, mais il y a un souci d'exemplarité qui est assez important au niveau de la régie, puisque 75% de nos consommations, c'est vraiment des consommations domestiques, des particuliers ou des immeubles collectifs. Mais c'est compliqué d'adresser un usager particulier en lui demandant de faire des efforts s'il n'y a pas ce sujet d'exemplarité sur le domaine du public au niveau de l'arrosage des espaces verts, etc., même si ce n'est pas ce qui pèse le plus gros. Donc c'est important de pouvoir adresser
ces différents usagers avec des moyens qui seront différents et qui seront adaptés au mieux à leurs usages, à leur perception également. Et pour prêcher la bonne parole de la sobriété, vous avez des ambassadeurs que l'on voit ici circuler sur des triporteurs à cyclo. Ils ont quelle vocation? C'est aller voir les gens dans la rue? C'est aller sonner aux portes? C'est aller voir les industriels? C'est quoi? Alors effectivement, nous avons depuis début décembre 4 ambassadeurs de l'eau. Donc il y en a une qui est présente aujourd'hui avec son triporteur et qui est très facilement reconnaissable. Donc ces ambassadeurs, c'est un dispositif que nous expérimentons pour 18 mois et qui est financé en partie par l'Agence de l'eau Adour-Garonne dans le cadre de l'appel à projet économie et efficience de l'eau pour lequel nous avons été notifiés l'été dernier. Et donc ces ambassadeurs, l'objectif c'est vraiment d'aller au plus proche, c'est vraiment un dispositif de proximité qui est vraiment pensé comme être au plus près des habitants et d'aller en porte-à-porte chez nos usagers pour aller sur de la sensibilisation et de l'installation d'équipements hydroéconomes. Donc pour l'instant, nous faisons ce dispositif, nous l'expérimentons sur 2 communes pilotes qui sont Talence et Bègles. Et ça fonctionne très bien. Donc ils ont un très bon accueil. On a déjà équipé plus de 1000 équipements. Et l'idée de ce dispositif, c'est de pouvoir évaluer au mieux ensuite l'impact avec des mesures qui sont faites sur site par nos ambassadeurs, puisqu'ils vont jusqu'à l'installation. Ça permet de vraiment voir un avant-après pour pouvoir évaluer l'impact de ce dispositif. Merci. Allez, on poursuit ce premier tour de table. Une autre métropole, Limoges. Madame Burgalière, vous êtes intéressée, vous, aux petites entreprises. Vous m'avez dit au téléphone, même aux boulangers. Vous faites des diagnostics auprès d'entreprises de toute taille. Allais-je vous demander pour voir ce qu'ils pourraient économiser en termes d'eau. Les entreprises ne savent pas ce qu'elles consomment? Alors effectivement, à la métropole, on a un gros programme territoire en transition hydrique et on a pris le parti d'accompagner un maximum d'entreprises. On a un territoire qui est riche d'activités économiques, mais avec des grosses entreprises qui sont déjà engagées dans des dispositifs, qui ont les moyens, qui ont les compétences en interne. Et donc, on va proposer nos services effectivement à l'ensemble des TPE et PME du territoire. On touche plus d'une dizaine de milliers d'entreprises et on a développé en interne un diagnostic qui vise à accompagner ces entreprises. C'est un rendez-vous concrètement sur site où on balaye avec l'entreprise l'ensemble de ses usages, de ses consommations, mais aussi des rejets. On traite vraiment la partie quantité et qualité, puisqu'on est aussi dans une démarche de diagnostic amont, d'identification de polluants, etc. Donc Parce que le monde de l'entreprise est un gros usager chez vous? Oui, c'est un gros usager. Alors pour autant, non, on est quand même sur une consommation domestique, mais pour autant, c'est la multiplicité d'acteurs qui fait qu'on a une action systémique, et c'est notre parti pris dans le territoire en transition hydrique, où on a la sensibilisation au grand public et l'accompagnement du grand public. On a un volet accompagnement des entreprises via le prédiagnostic, des aides aussi financières qui permettent de concrétiser les préconisations qu'on peut la faire et la mise en place de projets. Et on a aussi l'optimisation de nos propres services et un travail sur nos propres collectivités, parce que je rejoins Margot sur le volet exemplarité, mais aussi innovation de nos services et comment faire mieux en termes de distribution d'eau, traitement d'eau, etc. Donc on essaie vraiment d'être sur tous ces 3 volets. Et eau potable et assainissement. Et eau potable, assainissement. Sur les 2. Tout à fait. Vous dites qu'il y a une vocation d'exemplarité. Vous l'étiez exemplaire, vous l'êtes devenu. Vous avez économisé combien? Alors je ne sais pas vous le chiffrer. Bah alors? Oui, je sais. Alors, comme à peu près tout le monde, on est effectivement sur la perspective de moins 10% de consommation. Ce qu'il faut savoir, la particularité de Limoges Métropole, c'est qu'on est sur des eaux de surface, on n'a pas de nappe phréatique. Donc, on est très, très sensible au changement climatique et à la réactivité de la pluviométrie et nos sols donc, sont très réactifs. Donc, c'est un sujet d'inquiétude. Et donc, on n'a pas les moyens aujourd'hui de chiffrer notre action. Donc, à chaque projet, on essaie de mettre des indicateurs et on essaie de le jauger. Pour autant, on a une action en perspective qui est un observatoire qui visera justement à identifier beaucoup plus concrètement quels sont les usages du territoire, comment ils évoluent. Et à chaque diagnostic aussi réalisé, effectivement, et ça c'est pour répondre à votre première question, les entrepreneurs ne savent pas toujours ce qu'ils consomment. On va aller chercher les factures d'eau, on va le noter et on va quantifier, faire du suivi sur les années de façon à avoir un suivi beaucoup plus précis. Merci. Madame Palmier à la SABOM, on y travaille. Votre directeur a présenté la Reut Box qu'on vient brancher sur une station d'épuration et qui vient donc en substitution d'un usage auparavant à l'eau potable, par exemple nettoyer une chaussée. Pourquoi avoir choisi ça? Parce que ça coûte moins cher que de faire une canalisation en sortie de station d'épuration ou parce qu'il n'y a pas forcément des grands besoins en matière
de réusage? Alors, en fait, l'origine, la genèse du projet, en fait, elle s'est faite sur la base du fait que quand même 20% du territoire connaît des déficits hydriques, notamment liés au changement climatique que l'on connaît tous. On a eu une problématique un été, notamment sur une des stations d'épuration où on n'avait plus d'alimentation d'eau, ou en tout cas une limitation de consommation. Il faut savoir que de l'eau potable, en tout cas de l'eau, on en a besoin dans le cadre de notre process. Donc il a fallu qu'on se pose la question de savoir si on ne pouvait pas trouver une ressource alternative. Et on s'est tourné vers la ressource que l'on a dans les stations d'épuration, à savoir l'eau traitée en sortie. Qu'il a fallu donc traiter avec des traitements complémentaires. Donc c'est un traitement avec du chlore et des UV. Et finalement, on a réussi sur la station d'épuration sur la commune d'Ezine à remplacer 8000 m3 d'eau par an que l'on consommait d'eau potable et qu'aujourd'hui on utilise avec la sortie de la station d'épuration dans le cadre de notre fonctionnement et de notre process. C'est sous la forme d'un container, hein, c'est ça? Alors, ça peut être containerisé ou ça peut être aussi installé dans un local. C'est un système qui a été développé par Veolia, qui est, on va dire, c'est un plug and play, c'est un clé en main. On a un système avec un filtre avec des billes de verre, une lampe UV. Et ensuite, on a une chloration au final, puisqu'on peut être amené à stocker de l'eau. Nous, c'est le système que l'on a. Et on peut avoir donc des usages internes, donc dans le cadre de notre process. Et là, plus dernièrement, on a mis en place une borne sur laquelle vont venir s'alimenter des camions qui permettent de nettoyer les voiries, des petits camions qui utilisent l'eau pour l'arrosage des espaces verts et enfin des hydrocureurs pour le nettoyage des collecteurs. Il n'y a pas de gros soucis réglementaires avec l'ARS, ça va? Vous êtes contente? Alors, j'avoue que la genèse, ça a été le plus facile. Voilà. Et ensuite, la partie réglementaire, ça a été le plus compliqué parce qu'en fait, la sortie des textes de loi en mars 2022, c'était la bonne nouvelle. Et quand on a commencé à mettre en place, à réfléchir et à prendre contact avec les polices de l'eau et ARS, elles n'avaient pas de consignes ou très peu. Et donc l'arrêté préfectoral a été compliqué à construire. Il se référençait à d'autres installations existantes, mais qui n'avaient pas forcément les mêmes problématiques. On y est arrivé, mais ça a été un long parcours. Oui, c'est ce que nous évoquait votre collègue, Madame Gauthier, Hortense Bray, ce matin. Ça a l'air compliqué, effectivement, de faire voilà, de la réhute, va-t-on dire, parce que réglementairement, parce que la mise aux normes, tout ça coûte très cher et coûte beaucoup de temps. Mais on ne va pas parler de ça forcément. On va parler des campings, par exemple. Vous avez une option camping, vous. Les campings consomment trop d'eau. Et donc, boum, compteur, et boum, réusage des eaux, des filtres, des piscines. Par exemple. Par Trop, exemple, je ne sais pas, mais beaucoup, oui. Surtout sur notre territoire. Effectivement, en Charente-Maritime, on a environ 300 campings qui font partie de nos gros consommateurs. Donc, parmi la multiplicité d'actions dont on a parlé qui était important, il nous paraissait essentiel de travailler avec ces professionnels-là, avec les différentes filières qui, depuis 2-3 ans, eux aussi montrent un intérêt. Elles sont aussi poussées par leur filière, poussées par la clientèle aussi, où il y a quand même une demande vis-à-vis de ces énormes volumes d'eau qui peuvent représenter les piscines. Ils ont des vraiment que les clients des gros campings de luxe avec un centre nautique, ils ont quelque chose à faire. Oui, ils nous en parlent de plus en plus. C'est ce pourquoi aussi ils vont de plus en plus vers des labellisations qui vont dans ce sens-là. Il y a l'écolabel européen, la clé verte et tous ces labels-là ont vraiment des gros objectifs hauts. Donc ce qui était assez agréable, c'est qu'on les a sentis prêts à partir, ils sont assez en attente. Ce qui leur manquait, c'était plus un accompagnement technique. Et c'est ce sur quoi ils nous ont sollicité. Et c'est ce sur quoi on peut les accompagner, puisqu'un peu comme avec les collectivités ou les scolaires, on peut les accompagner, on peut apporter de l'étude. Et c'est ce qu'on a fait sur des territoires clés qu'on essaie d'étendre, notamment on a fait une étude assez intéressante avec Ecofilae, un bureau d'études sur les différents campings de l'île de Ré, pour les collectivités et les campings, où on a pu mettre en avant justement des solutions diverses et variées. Et dans ces solutions, il y a notamment la réutilisation des eaux de rinçage des filtres de piscine ou de vidange de piscine. Et on s'est rendu compte aussi sur d'autres territoires que ce potentiel pouvait être aussi le cas pour les piscines communautaires, où il y avait aussi souvent des potentiels, puisqu'elles se situaient pas loin de stades de foot, où il y avait énormément d'arrosage. Donc on sent que sur la multiplicité des acteurs, un travail en commun peut être possible.
avec à nouveau des freins réglementaires. On est un peu aussi également en attente. Mais c'est un si gros volume que ça ou ça a valeur d'exemple pédagogique finalement? C'est vraiment nos plus gros consommateurs. Plus que les stades de foot, parce que c'est un sacré budget dans les communes. Hein. Ouais, plus que les stades de Plus que les stades de foot. Alors, à la différence que le budget n'est pas ce qui va les attirer. À la différence des économies de la sobriété sur les énergies, on sait qu'on va très vite avoir un ratio et on va s'y retrouver parce qu'on va faire des économies. Pour l'eau, c'est pas le cas. On sait que l'investissement, avant qu'il soit qui vaille le coup, vu le prix de l'eau, c'est pas forcément le coup. Donc je pense que les campings qui partent, alors on a très peu de campings, de petits campings privés dorénavant, donc c'est des grosses filiales. Ceux qui partent, c'est soit parce qu'ils ont une sensibilité, mais il y a aussi une vraie peur d'avoir des restrictions dans les temps à venir sur l'eau dite de loisir. Et on sent qu'ils sont prêts à investir pour demain pouvoir répondre à ces questions-là, quoi. Madame Launay, chez O47, vous sentez aussi une peur de... voilà, les gens vont vers vous en vous disant « s'en préoccupez pas », mais là on se dit que ouais, ça va devenir chaud, donc aidez-nous à consommer moins. Vous avez mis en place, sorti 14 mesures suite à une étude de sobriété. Oui, alors au niveau de O47, le syndicat départemental, on a travaillé sur ces 14 mesures, mais c'est quelque chose, c'est vraiment un plan pratico-pratique qui s'intègre vraiment dans le cadre d'un schéma directeur. On a d'abord fait un état des lieux de où sont nos besoins, quels sont les nécessités, les urgences, on va dire, pour assurer la ressource en eau à l'ensemble du Lot-et-Garonne et notamment de notre secteur. On représente 83% à peu près du Lot-et-Garonne pour l'alimentation en eau potable. Et avant de parler de ce programme, il y a vraiment des engagements forts issus de ce schéma parce que nous avons sur le département, alors chacun a sa particularité en termes de département. Au niveau du Lot-et-Garonne, c'est à peu près 80%, entre 70 et 80% qui sont puisés dans des nappes profondes. Dans des nappes profondes qui sont même certaines issues Crétacé, Jurassique, c'est-à-dire qu'on ne peut plus, elles sont en baisse chaque année, de 0,5 à 1 mètre par an, on le sait. Ça ne va pas aller en s'arrangeant si on continue à prélever. Et donc nous avons un moratoire, interdiction de prélever plus. Donc si nous voulons... Un moratoire signé par qui? Alors c'est ministère de l'Environnement, etc. Donc si nous voulons en gros que le développement économique... parce qu'on en revient là aussi, avant même de parler d'évolution du changement climatique. Si on ne veut pas freiner le développement économique, touristique, etc., on est obligé de trouver de la ressource ailleurs. Donc ce que vous a expliqué Laurent Casonato, mon directeur adjoint ce matin, c'est qu'on a travaillé sur plusieurs axes. Évidemment, on va chercher d'autres ressources et on va multiplier les types de ressources. Donc les eaux de surface, c'est un palliatif. C'est-à-dire c'est aller plutôt sur les rivières, mais travailler sur un bon équilibre, c'est-à-dire prélever moins sur les ressources en été au niveau de la rivière et travailler plus sur les nappes profondes et inversement en hiver vous avez des rivières qui vont couler on l'espère encore à flot pour longtemps et donc là on va aller puiser un peu plus sur les nappes profondes mais il va falloir trouver ce parfait équilibre. Donc on travaille aussi sur l'évolution du changement climatique sur cette partie-là et on complète le schéma par une prospective changement climatique où on va étudier les différents scénarios en fonction du développement économique, touristique, des consommations de l'ensemble des usagers. Évidemment, les usagers abonnés, mais aussi les industriels. Alors nous, on est peu touristique, on a un peu de tourisme vert, mais voilà, il faut en tout cas pas le freiner et continuer à le développer. Donc il y a tout cet engagement qui est même indispensable de travailler sur des solutions
alternatives, mais aussi, évidemment, ça passe par toute cette partie plan sobriété. Le programme 2030 qu'on a envisagé, et donc c'est 2030, vous voyez, on a le 2050 nous paraît long. On essaie d'agir rapidement. Pourquoi? Parce qu'il y a urgence, parce que les gens comprennent pas en 2050. Sur le Lot-et-Garonne, on a quand même de l'eau, hein, il n'y a pas de souci. 2022 a été quand même un petit peu compliqué dans certains endroits, mais on le voit venir et on voit que le seuil, on va dire, de sécheresse va avoir tendance à monter vers le nord. Hein, donc, je pense qu'on va être de plus en plus confronté à ces problèmes. Donc ça, c'est sûr, c'est important. Et puis les élus ont vraiment cette volonté d'assurer cette ressource justement pour le développement économique du territoire. Donc ça, c'est important. Et donc je vous disais, en termes de sobriété, c'est un plan vraiment pratico-pratique. C'est-à-dire que oui, on va travailler sur les consommations des usagers parce que c'est le plan haut, que ça fait partie de... je pense que chacun doit apporter sa petite pierre ou sa goutte. Voilà, sa goutte à la rivière. Hein, voilà, comme ça, on va être... Mais c'est pratico-pratique. Nous, on a un gros effort en termes de rendement à améliorer. On est sur un territoire rural. On gère 8500 km de réseau sur le territoire, avec entre 9 et 10 abonnés au kilomètre. Donc vraiment un travail monstrueux, puisque Laurent vous disait qu'on a bataillé pendant des années autour de même on a commencé du 68% de rendement, 70%, et sur cette année, donc c'est là où on peut le mesurer, parce que la consommation, on verra pas, on n'a pas vraiment d'indicateur si ce n'est la consommation, mais est-ce que ce sont nos actions de sensibilisation qui font qu'on a une action sur les volumes, on ne le sait pas. Si vous me demandez exactement quel est le bénéfice de nos actions sensibilisation auprès de tous les usagers, je serais incapable de vous le dire. Par contre, sur le rendement, cette année, on monte alors par le travail à la fois de notre renouvellement de réseau, de renouvellement de patrimoine, à la fois par le travail de nos délégataires, de notre régie, on va monter de plus de 3% nos rendements, hein, presque à 4%. On atteint 73% de rendement, ce qui est pour un territoire rural. Vous m'aviez dit 71 au téléphone, ça a augmenté de 2%. En fait, quand je vous ai dit 71, on n'avait pas tous les chiffres. Vous voyez, les rapports annuels arrivent, on a toutes les données maintenant qui se consolident. Vous avez économisé 1 million de mètres cubes. Plus d'1 million de mètres cubes. Ouais. Et là, par contre, c'est factuel parce qu'on le voit sur le prélèvement. Hein. On a des compteurs, on mesure le prélèvement aux différents captages et on a 1 200 000 mètres cubes qui ont été économisés. Pour donner quand même un ordre de grandeur, c'est quand même une ville de 20 000 habitants à peu près. Hein. Voilà. Et encore 22 000 habitants. Donc c'est pour notre territoire, pour ceux qui connaissent, c'est une ville comme Villeneuve-sur-Lot, voilà, qui pourrait être alimentée en plus. Donc ça, c'est vraiment factuel, je dirais. C'est du pratico-pratique. Voilà, c'est pas qu'un objectif intellectualisant, difficile à appréhender, effectivement. 1 million de mètres cubes, c'est Villeneuve-sur-Lot. Ben voilà, comme ça on comprend mieux. Monsieur Lestrade, vous avez patienté, merci. Voilà, ça va ? Très bien. Bon. La sobriété, ça n'est pas qu'au robinet chez nous, ça n'est pas forcément que chez les usagers en bout de chaîne, c'est un objectif macro aussi, et notamment, donc on l'a vu, la détection des fuites, et puis notamment via des fermes expérimentales que vous avez chez vous, c'est travailler sur une modification des itinéraires agricoles. Tout à fait. Peut-être un petit mot de Riveo. Riveo du Sud-Ouest, c'est une entreprise qui existe depuis 65 ans, qui s'appelait précédemment la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, dont le nom a changé l'année dernière, et dont le métier c'est de gérer l'eau sur un territoire, donc l'eau grand cycle, un petit peu dans quelque chose de complémentaire de mes collègues ici présents, sur un territoire qui couvre en fait les deux régions, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, ce territoire qui va des Pyrénées à la Garonne et un peu au-delà, qui correspond grosso modo au bassin que gère l'agence de l'eau. On le fait depuis 65 ans. C'est un territoire effectivement où l'eau est rare. Donc la sobriété, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. On travaille notamment sur la base de
notre système Nest, système emblématique qui permet depuis le pied des Pyrénées d'alimenter toutes les vallées et les coteaux du Gers notamment jusqu'au Lot-et-Garonne. Détaillez-le un peu, le système Nest, nos amis ne savent pas forcément ce que c'est. Tout à fait, c'est un système en fait qui est au final très ancien. Le premier ouvrage emblématique, le canal de Hanest, date de Napoléon III, avec des usages qui ont évolué. Aujourd'hui, on est sur un système où l'essentiel du métier, 70% des volumes qui sont gérés pour le milieu naturel. C'est le respect des débits objectifs d'étiage, c'est le respect de la biodiversité, d'une vie dans ces rivières que nous alimentons avec un système. Nous, notre vecteur de transfert de l'eau, c'est la rivière. Il y a des ouvrages, il y a des barrages qui ont été construits, des canaux, des systèmes de transfert qui ont été aménagés au fil du temps, renforcés à partir de 1960 et qui permettent aujourd'hui d'alimenter un vaste territoire sur 5 départements, Haute-Pyrénées, Haute-Garonne, Lot-et-Garonne côté Nouvelle-Aquitaine, le Gers et le Tarn-et-Garonne, en eau pour du multi-usage. L'idée, c'est de partager l'eau au mieux et le plus durablement possible entre tous les usages, bien sûr le milieu, mais aussi les usages eau potable, les usages prioritaires, les usages agricoles. Le gros préleveur, c'est l'agriculture. 30% quasiment des volumes sont dédiés à une agriculture du sud-ouest qui a besoin d'une transition, qui a commencé sa mutation et qu'on souhaite accompagner. D'où ces fermes expérimentales. Quelques industriels. Donc nous, la sobriété, elle est sur plusieurs axes. On travaille sur l'efficience de notre gestion au quotidien de ce système. On travaille sur des gros investissements, mais ça, d'autres en ont parlé. Et puis, l'accompagnement de l'agriculture. Nous avons effectivement une ferme expérimentale basée à Masseube, dans le Gers, la ferme d'Amirandette, que l'on exploite depuis les années 60 et qui a complètement évolué. Dans les années 60, c'est une ferme dédiée plutôt à la productivité de l'agriculture. C'était la question de l'époque, la question des grandes cultures. Aujourd'hui, on est sur une ferme orientée vers un moindre travail des sols, voire plus de travail des sols, du couvert végétal, faire en sorte que le sol soit capable de capter l'eau plus facilement, de ralentir son écoulement, de faire en sorte que les apports complémentaires qu'on doit faire pour l'agriculture soient diminués. Et sans le test, évidemment, sur des grandes cultures, ce qui est caractéristique du sud-ouest, même si c'est en train d'évoluer, qu'on a de plus en plus d'arboriculture, de maraîchage, c'est malgré tout sur le cœur du consommateur qu'on est obligé d'agir. Ça vous plaît ça, Madame Perrier? La conservation des sols, la modification des itinéraires, la couverture des sols, ça fait partie des choses que vous subventionnez, que vous aidez depuis longtemps, en particulier dans le 12e programme. Bien sûr, et qui font partie du mix de solutions dont je vous parlais tout à l'heure, parce que on parle souvent du petit cycle de l'eau potable, que ce soit à la fois la sobriété individuelle chez les gens ou que ce soit le renouvellement des réseaux. Mais en fait, l'objectif au niveau du grand cycle de l'eau, c'est de ralentir au maximum la vitesse en fait de l'eau sur les bassins versants. Et donc, évidemment, tout ce qui concerne l'évolution des pratiques agricoles et notamment la mise en place de haies, revoir les différents assolements, etc., la couverture des sols en hiver. Tout ça, c'est des pratiques qui permettent effectivement de ralentir le cycle de l'eau et de garder de l'eau plus longtemps sur les territoires. Et ça peut permettre, typiquement, si on fait un lien avec l'irrigation, ça peut permettre à un moment donné d'éviter de faire un tour d'eau d'irrigation. Donc ces évolutions de pratiques, elles sont essentielles. Et bien évidemment, ça fait partie des choses que nous, on finance au niveau de l'agence. Chez O17 et O47, c'est la même chose. Vous poussez le monde agricole à moins labourer, à couvrir les sols, à faire l'irrigation goutte à goutte et non plus du gravitaire? Alors, allez-y. Oui, sur O47, on est, alors comme on le disait, on est plutôt sur les nappes profondes. On a quand même des sources qui sont impactées par aussi cette qualité, ce risque avec les agriculteurs, etc. Donc c'est important aussi de travailler sur la gestion qualitative des ressources. Nous, on ne travaille pas sur le sujet infiltration. Par contre, on va travailler plus sur le sujet qualité. C'est-à-dire vraiment commencer
commencer à Mais les deux se rejoignent sur quand les même. zones. Un sol qui absorbe de l'eau est aussi un sol dont la vie épurera plus facilement. Oui, bien sûr. Mais pour l'instant, la démarche, on va dire, auprès des agriculteurs, parce qu'on a quand même peu de sources qui sont impactées, mais on a 3 captages sensibles qui sont impactés plus par la qualité. On amorce cette démarche maintenant de mesures environnementales, de protection, aidée par, d'ailleurs, on lance la démarche avec l'agence de l'eau sur des captages. Mais on n'a pas encore, on n'est encore pas dans l'action comme les O17, où ils ont 10 ans presque d'avance sur ce sujet. Sur ce sujet, parce qu'on était moins touchés. Chaque territoire a sa particularité. Nous, on est sur des nappes profondes à plus de 300 mètres de profondeur. Donc, la partie agricole, pourtant, on est sur un territoire très agricole, mais la partie... il y a moins d'impact. Il y a moins d'impact. Il y a moins d'impact. Donc, on a une qualité d'eau qui est exceptionnelle, d'où justement cette utilisation plus forte que dans d'autres départements. Mais ce n'est pas le cas en Charente-Maritime, Peggy Gauthier. Donc ça fait 10 ans que vous travaillez avec le monde agricole, avec des résultats en termes de consommation d'eau? Alors le programme, c'est des programmes sur la qualité de l'eau. C'est des programmes régionaux, les programmes ressources qui sont axés sur des captages qui sont prioritaires, parce qu'a été identifiée une problématique de pollution diffuse, donc nitrates, pesticides. Donc c'est via cette entrée-là où on accompagne, parce que c'est des programmes volontaires, donc dans la limite de ce qui est possible avec des démarches volontaires agricoles, on accompagne effectivement notre secteur agricole, qu'on est vraiment un secteur céréalier, irriguant, donc on peut effectivement croiser les problématiques quantitatives. Mais est-ce que l'irrigation a changé pour le coup? Est-ce qu'elle utilise moins d'eau qu'avant? Ça, on ne le constate pas forcément, mais ça, c'est moins de notre ressort. D'accord. Ok. Il y a une question que je me pose, c'est alors auprès des agriculteurs comme auprès de notre public, comment on la vend, la sobriété? Comment on y sensibilise? Madame Fargier, vous faites des diagnostics dans les bâtiments. On a vu des diagnostics auprès d'entreprises. Vous allez directement chez les gens, si je ne m'abuse. C'est quoi le but? C'est d'expliquer aux gens où est-ce qu'ils pourraient faire des économies? Alors les diagnostics, si on repasse sur la thématique ambassadeur, effectivement, ils vont chez les particuliers pour sensibiliser et pour faire le diagnostic des réglages et équiper d'équipements hydroéconomes des points d'eau spécifiques au niveau de la cuisine, salle de bain, toilette essentiellement. Donc c'est un programme qui pour l'instant concerne combien de bâtiments, combien de personnes, qui a vocation à s'étendre encore? Alors les ambassadeurs de l'eau, c'est sur 18 mois. Aujourd'hui, c'est auprès des usagers particuliers et on souhaite étendre le dispositif pour l'expérimenter auprès de bailleurs courant d'été et également auprès d'une activité plus visible grand public, donc les bars et restaurants. D'ailleurs, on cherche des bars-restaurants volontaires pour tester cette démarche. En revanche, si on parle de diagnostic, on a également effectué au niveau du quartier Mériadec une étude spécifique sur des bâtiments tertiaires publics. Donc c'est une étude de recherche vraiment axée déterminante technique et sociologique des économies d'eau. Donc on a été accompagné par le LIR, donc Centre d'innovation de Suez, et Agvo, pour réaliser cette étude. Et dans le cadre de cette étude, on a sélectionné 30 bâtiments, des gros bâtiments publics, pour réaliser les diagnostics techniques de l'ensemble de leurs points d'eau et leur proposer un plan d'action pour évaluer vraiment la vétusté et le potentiel d'économie d'eau associé à leurs différents équipements. Donc les restitutions ont été faites auprès des gestionnaires et maintenant c'est à eux de se saisir du diagnostic et du plan d'action pour mettre en œuvre des actions. En revanche, la régie a un rôle d'accompagnement de ces gestionnaires et de ces acteurs parce qu'en fait les visites sur site ont montré et ont pu faire émerger d'autres sujets et pas uniquement l'aspect technique de l'équipement qu'on va utiliser mais vraiment comment on gère la partie eau au niveau d'un bâtiment. Effectivement, aujourd'hui, la partie énergétique est bien mieux gérée que la partie eau parce que d'un point de vue économique, c'est beaucoup plus rentable plus rapidement. Mais c'est vrai que sur la partie eau, beaucoup d'usagers, parce que dans le cadre de cette étude, donc, on a fait certaines enquêtes et questionnaires,
Et dans leurs usages, c'est vrai qu'on ne sait pas toujours auprès de qui on va dire qu'il y a une fuite. On ne sait pas quel est le process interne ensuite de gestion de cette fuite. Donc il y a beaucoup à travailler. Donc on est en train de regarder au niveau de la régie pour faire un guide d'accompagnement qui recense l'ensemble de ces bonnes pratiques pour pouvoir le partager au plus grand nombre auprès de ces gestionnaires et qui pourra être utile à des personnes plus larges que ces différents bâtiments. Et à Limoges ? Oui, je voulais rebondir parce qu'effectivement, il y a la même démarche sur le territoire de Limoges Métropole avec une étude bâtimentaire portée par l'EPTB Vienne qui a ciblé un certain nombre de bâtiments sur le territoire et qui a abouti à des diagnostics, à des préconisations. Et effectivement, il y a un gros travail de maintenance des bâtiments, du matériel qui permet de vraiment optimiser et économiser de l'eau de manière assez substantielle. Donc ça, c'est vraiment une partie intéressante. Et on a capitalisé sur ces études-là pour travailler avec d'autres structures type CHU, habitat social, donc effectivement bailleurs sociaux, pour travailler plus dans le détail aussi de tout ça. Donc, et on se rend compte qu'il y a pas mal de retard sur tout ce qui est gestion patrimoniale, connaissance des infrastructures, relevé de compteurs, etc. Donc c'est un gros travail à mener sur des gros ensembles, effectivement, avec un impact assez important directement. Et juste pour rebondir sur la partie mobilisation des acteurs économiques, effectivement, on voit que le domaine de l'énergie a un impact financier direct sur les entreprises et qu'il est beaucoup plus facile de les amener sur ces sujets-là que sur l'eau. Pour autant, dédicace pour Aquacé, un bureau d'études de Limoges qui accompagne l'industriel depuis une quinzaine d'années, qui parle du coût global de l'eau. Et ça, c'est une notion qui est hyper intéressante à présenter aux entrepreneurs et même de manière générale. C'est que dans votre coût global, c'est pas juste la facture que vous payez. C'est le fait que vous n'entretiennez pas vos réseaux et qu'à un moment donné, il va falloir faire des travaux. C'est le fait que pour chauffer de l'eau, vous payez de l'énergie et donc les deux factures sont impactées. C'est le fait que quand vous dosez mal vos réactifs, en fait, vous dépensez globalement toujours plus de réactifs et le réactif est cher. Donc non seulement vous émettez une pollution qui est pas forcément identifiée, mais en plus vous payez vos réactifs de manière vous surconsommez du réactif. Voilà. Et donc en fait c'est tout cet ensemble-là et surtout le coût de demain j'ai plus d'eau. Combien ça me coûte? Ma prod, elle est impactée dans quelle mesure et comment je jalonne? On peut l'évaluer ça? Alors, Aquacé a effectivement, désolé pour le parti pris, hein, mais je valorise la filière eau de Limoges, a effectivement une modalité de calcul pour les très grosses industries. Nous, dans le Prédiag, on commence à s'y intéresser parce qu'effectivement, on trouve qu'au-delà de nos préconisations actuelles, ce serait intéressant d'aller sur ces sujets-là. Donc, il y a une petite mécanique, effectivement, un petit fichier Excel qu'on essaie d'établir pour avoir une première approche. On n'est pas sur un truc hyper détaillé, mais sur une première approche. Mais ça, on l'a vu ce matin avec M. Hilbert, hein, il citait le cas de l'entreprise Pierre Fabre à Castres, hein, qui est arrêtée pendant une semaine en 2022. Ben voilà, le coût, c'est une semaine d'arrêt de travail. Donc un modèle économique qui est fragilisé et un chiffre d'affaires qui tombe un petit peu. Mais mesdames de Bordeaux et Limoges Métropole, vous faites des diagnostics. Est-ce que derrière, une fois que vous installez le matériel, que vous avez formé les gens, est-ce que derrière vous promettez une économie? Est-ce que vous garantissez une économie comme le font certains via les CPE en matière d'énergie? Ça, ce serait pédagogique. Alors nous, on ne promet rien. On accompagne les acteurs font. On donne des ordres de grandeur, on les accompagne, on essaie d'avoir du suivi, ce qui nous permet effectivement de valoriser la démarche et de voir l'impact que ça a eu. Mais non, on n'est pas en capacité aujourd'hui de promettre quoi que ce soit. Et à Bordeaux ? Oui, non, il n'y a pas de garantie comme un fournisseur, effectivement. Mais en revanche, dans le plan d'action, il y a des préconisations en disant, bah voilà, votre équipement, si vous le changez par tel équipement, vous pouvez faire tant d'économies. Ça, on l'évalue en mètres cubes et en euros en fonction du coût de l'eau. D'accord, donc ça, on peut le faire. On peut évaluer le coût réel de l'eau, mais il faut quand même tout réunir. Mais pourquoi ça coule pas de source, si j'ose dire? Parce que l'eau n'est pas assez chère, finalement. Donc si on perd 3%, Madame Perrier, je vous vois dos deliné de la tête. Oui, parce que je pense que la question de la sobriété est intimement liée aussi quand même à la question du prix de l'eau, du juste prix de l'eau. Alors après, il y a des études qui... C'est quoi un juste prix de l'eau? Alors, ce juste prix de l'eau, il sera excessivement variable d'une collectivité à l'autre, parce qu'il n'y a rien de plus injuste que la répartition de la ressource sur un territoire. Il y a des endroits où vous avez énormément d'eau en quantité, de bonne qualité, puis vous avez des territoires où il y a très peu d'eau. Il faut faire des kilomètres, il y a très peu aussi d'habitants pour payer une facture d'eau. Et donc tout ça peut être quand même très injuste.
Et je pense qu'effectivement, il y a des études qui démontrent qu'il y a quand même un lien direct entre le prix de l'eau et l'évolution des consommations. Et on est capable d'estimer à travers une augmentation de prix de l'eau ou la mise en place de tarifications particulières. Ça peut être des tarifications, par exemple, saisonnières ou des tarifications en fonction du volume consommé, qu'effectivement, tout ça a un impact sur le niveau de consommation. Parce qu'au regard de l'agence, il y a un prix minimal de l'eau en deçà duquel aucun effort n'est envisageable parce que l'eau n'aurait pas de valeur. Oui, nous on considère qu'il y a un prix minimal et c'est d'ailleurs une de nos conditions d'éligibilité pour nos dossiers d'aide. C'est un prix de 2 € par mètre cube, aussi bien sur l'eau potable que sur l'assainissement. Mais il y a des endroits où ces 2 € par mètre cube, il faudra aller au-delà si on veut être en capacité de réaliser des programmes d'investissement, notamment par rapport au renouvellement des réseaux. Au-delà, c'est-à-dire il y a un bon prix, il y a une belle fourchette de prix. Allez-y. Oui. Laquelle ? Il y a encore certains départements où on est dans la course au prix de l'eau le moins cher, certains départements de l'amont. Et puis vous avez des collectivités qui pourraient être effectivement en capacité de porter des programmes d'investissement, sont pas loin de 4,50 € ou 5 € le mètre cube. Donc c'est quand même très variable. Et c'est vrai que les collectivités, le sujet du prix de l'eau, c'est un sujet qui est devant nous. D'accord, donc mesdames, messieurs, vous êtes tous à plus de 2 € le mètre cube, j'espère, pour avoir des subventions de l'agence de l'eau. Mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ? L'eau paye l'eau en France, plus on en consomme, plus on paye de redevances, moins on en consomme. Il va y avoir un souci pour tous les gestionnaires de l'eau, non ? Parce que, voilà, à force de favoriser la sobriété, on ne va pas se tirer une balle dans le pied, Madame Launay. Oui, c'est ce que j'allais dire. L'équation, elle n'est pas si simple que ça, parce que c'est vrai qu'on est en train de préconiser, on parle de 10% de consommation en moins, mais notre assiette de recettes actuellement, elle est que sur la facture d'eau. Évidemment, on a les aides de l'agence de l'eau qui sont... pour nous, en tout cas, Lot-et-Garonne, notre seul financeur. On n'a pas d'autres aides au niveau départemental ou autre. Mais malgré tout, il y a une équation à résoudre là. Donc, on travaille en effet sur une prospective pour essayer de regarder quelle va être derrière la meilleure solution de tarif à mettre en place. Mais évidemment que, vu que notre seule assiette de recettes, c'est la facture d'eau, si on diminue la consommation, on diminue notre assiette de recettes. Et pour autant, on l'a dit, si on veut avoir nos rendements qui s'améliorent, 1% de renouvellement de réseau sur 8000 km, vous voyez très bien ce que ça coûte. Voilà. Nous, on est sur du 14 millions de renouvellement de réseau. Et vous n'avez pas les sous. Alors, on n'a pas les sous. Évidemment, après, c'est une question de gestion et de priorité. Voilà, il faut arriver à travailler. Mais c'est sûr que si on va vers la sobriété, forcément, il va falloir à un moment donné monter ce prix de l'eau ou travailler sur des solutions de tarification incitative peut-être différentes. Voilà. En effet, il y a une équation à résoudre qui, pour l'instant, n'est pas et c'est pas en effet les aides de l'agence de l'eau malgré tout restent pas suffisantes encore, mais pas de votre fait. Et puis en plus, on voit bien que ça, on n'est plus uniquement sur le principe pollueur-payeur ou sur l'eau paie l'eau. L'eau paie la biodiversité et ça, voilà, l'eau paie des choses qui finalement ne sont plus du ressort de la voilà. On parle de sobriété. Non, l'eau, l'agence de l'eau, il y a une grande part maintenant qui part sur la sobriété, sans parler des prélèvements qui sont encore autres en plus que la biodiversité. Donc il va falloir aussi trouver au niveau de l'agence de l'eau d'autres moyens de financer ce qui n'est pas l'eau.
Parce que déjà qu'on a des difficultés à résoudre notre équation, si en plus on a moins d'aide financière, voilà, si on n'est pas soutenu, il faut avoir, à un moment donné, arriver vraiment à avoir les moyens de ce que l'on veut mettre en face. Les moyens de la politique qu'on affiche. Oui. Ben bien sûr, quand on parle de 10% de sobriété de consommation, comment on aide les collectivités et les élus qui ont une vraie volonté de bien faire et d'assumer ces choix politiques, comment on les aide maintenant à mettre en place cette politique? Voilà, il faut à un moment donné aussi avoir le courage de donner des moyens. Madame Perrier, il semblerait que Madame Launay suggère que vous financez l'OFB à hauteur de 400 millions. Bon. Mais c'est pas de votre faute. Vous n'y pouvez rien vous-même. Ça c'est sûr. Et effectivement, il y a mettez bien le micro sur le menton, pardon. Il y a de plus en plus d'entailles au principe l'eau paye l'eau et même le principe pollueur-payeur. Il y aurait beaucoup à dire dessus. Mais ce que je voulais dire pour compléter l'intervention précédente, c'est que si on prend l'exemple du renouvellement de réseau, vous avez dit, madame, que le renouvellement de réseau, ça vous avait permis de gagner 4% de rendement. On voit bien justement, nous qui sommes en charge en fait, de la planification des programmes de sobriété, tout usage confondu, le renouvellement de réseau, c'est une des actions qui va nous permettre, en gagnant du rendement et particulièrement dans les zones rurales, de gagner le plus rapidement possible un volume maximum de mètres cubes au niveau de la sobriété. Le taux moyen de renouvellement, il est de 0,7%. L'objectif, ça serait d'arriver à 1,2% de renouvellement de réseau. Ça paraît inaccessible, hein. Déjà 1%, c'est dur. Alors, le coût que ça représente, c'est plus de 440 millions d'euros par an. Le budget de l'Agence de l'eau, même s'il a été augmenté de 30% là, depuis début 2025 avec le 12e programme, un programme annuel de l'Agence de l'eau, toutes thématiques confondues, hein, les industriels, les agriculteurs, l'eau potable, la biodiversité, tout ce qui nous concerne, qui est dans nos compétences, c'est 360 millions d'euros par an. Donc vous voyez bien qu'on peut y passer un budget et demi de l'agence et qu'encore on n'aura pas fait grand-chose. L'agence, elle n'est pas là pour financer ça. L'agence, c'est une caisse de solidarité. Donc, elle est là, effectivement, pour appuyer les collectivités. Mais l'agence, ce n'est pas elle qui sera en capacité de tout financer. Monsieur Lestrade, je vous voyais réagir. Oui, je voulais réagir d'abord sur la tarification de l'eau. On parle du tarif de l'eau, mais en fait, côté Rivéo, on parle des tarifs de l'eau globalement. Ça veut dire qu'en fait, on a choisi de dissocier aussi pour inciter, selon les activités, la tarification liée à l'usage qu'on en tire derrière. Évidemment, un agriculteur avec très peu de valeur ajoutée, on va faire des tarifs avec des tranches de manière à moduler, de façon à l'inciter à réduire sa consommation, mais on ne peut pas non plus augmenter de manière déraisonnable le prix de l'eau, alors que d'autres usages, industriels notamment, peuvent se permettre d'avoir un prix de l'eau un peu plus élevé. Ils la payent déjà plus cher l'eau depuis 2 ans, les industriels. Alors, les industriels payent l'eau plus cher aussi chez nous, mais quel est l'usage et quel est le poids que ça a dans ce qu'ils produisent? C'est aussi une question globale de solidarité sur cet usage-là, de manière à ce que tout le monde accepte de partager cette eau, de partager son usage, d'une manière générale. Par contre, les agriculteurs ont été protégés sur l'augmentation. Ils n'ont pas été protégés, on les a amenés à réduire leur consommation, mais ils sont déjà ceux qui payent le plus pour le système. Et donc, l'idée, il faut que tout le monde puisse aussi contribuer au système pour les accompagner à faire leur transition. Ils ne feront pas leur transition seuls. Voilà. Et on a besoin qu'ils la fassent. Sur les réseaux, voilà, nous aussi, on a, comme tout le monde et comme tout opérateur de réseau, on a besoin d'investir fortement. On a une ambition d'améliorer nos rendements de 10% d'ici 2030, avec un plan d'investissement de 120 millions d'euros sur 10 ans. Évidemment, l'accompagnement de l'agence de l'eau, des régions, éventuellement au travers d'appels à projets, est nécessaire. Le coût de renouvellement des réseaux
est énorme et ça ne peut pas être que le service qui est capable de payer ces économies-là. Y a-t-il des questions, mesdames, messieurs? Si vous avez des questions, Paola, qui vient de se lever, se précipitera vers vous, vers le premier bras levé. Allez, faites un effort. Sinon, on continue. Hein. Et bon, on va continuer. Le prix de l'eau, quelqu'un parlait de tarification incitative. Chacun voit un peu tarification incitative à sa porte. Ça veut dire quoi concrètement? Je pose la question à tout le monde. Et pour ceux qui l'ont déjà mis en place, ça a eu quoi comme impact? Oula, là je fais un bide. Non, je peux revenir si vous voulez pour commencer dessus. Nous, on a mis en place une tarification incitative à partir de 2003. Voilà, on est en 2023, pardon, on est en 2025. Pour tous les usagers? Alors, elle est différente selon les usagers. Il y a eu des modalités un petit peu différentes. Là où la modification a été la plus importante, c'est sur l'agriculture. Aujourd'hui, en gros, il y a un accès à l'eau, un accès au débit, au prélèvement en instantané sur la rivière. Et puis derrière, il y a une partie proportionnelle à leur consommation. Donc ils ont des compteurs? Ah, ils ont tous des compteurs depuis toujours. Bah, ce n'est pas le cas de tous les départements. Hein. Ah oui, alors d'accord. Dans les systèmes gérés par Riveo, que ce soit sur le système Nest, que ce soit sur l'Adour, sur l'institution Adour, que ce soit sur le système DRO qu'on gère aussi dans la région, les agriculteurs ont tous des compteurs. Ils ont en plus de ça... Téléopérés, donc vous êtes au depuis 10 ans, des compteurs téléopérés petit à petit. On a commencé il y a plus de 10 ans, on n'a pas attendu le plan eau de l'État pour commencer, avec des succès plus ou moins importants. Voilà, évidemment, on est en amont sur une technologie nouvelle pour tester ça, mais ça fonctionne, ça nous aide dans la gestion, nous. Ça les aide eux dans la gestion aussi, parce qu'ils sont capables de voir, d'avoir de l'information en direct sur ce qu'ils consomment et de pouvoir aussi se rendre compte quand il y a des excès. Et puis au niveau de la tarification, on a fait en sorte de donner un volume cible qu'ils pouvaient consommer, qui est en réduction, et de façon à ce que, au-delà d'un certain niveau, le prix de l'eau devienne vraiment très cher et les incite à une sobriété globalement. Le résultat, le voir tout de suite, voilà. C'est pas raisonnable. On sait très bien qu'il va falloir lisser ça sur une dizaine d'années, le temps que tout se mette en place. Le temps aussi, nous on a une activité qui est très sensible à la climatologie. Donc d'une année à l'autre, il fait une année sèche, il fait une année humide. Pouvoir comparer les années, c'est très compliqué. Donc voilà, il va falloir lisser sur une période assez longue pour pouvoir en vérifier les usages. Globalement, on a déjà noté, nous, sur les 10 années passées, globalement 10% d'économie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de prélèvements, ça veut juste dire que d'autres usages ont été créés où plus de bénéfices pour le milieu ont pu être apportés. Donc l'argent qui monte, qui coûte, et puis un peu de coercition, mine de rien. Madame Gauthier, faire payer plus cher l'eau par les touristes pour lisser les pics de consommation? Ah oui, j'étais sur une autre question, mais je peux non, réagir. allez-y, Et puis après, je voulais savoir si vous aviez travaillé sur justement les notions d'acceptabilité, parce qu'on voit aujourd'hui justement qu'on a des réels freins par rapport au prix de l'eau agricole, par rapport aux eaux qu'on peut proposer aujourd'hui, les eaux non conventionnelles, que ce soit les eaux usées traitées ou la réutilisation d'eau grise, qui peuvent revenir à des prix assez élevés. Et quelle fourchette est-ce que vous avez travaillé là-dessus? On a travaillé dessus. Les tarifs, ils ont été co-construits. Ce n'est pas Riveo qui a imposé ces tarifs. Ça a été une discussion avec les professions dans tous les domaines, que ce soit l'eau potable, les industriels, d'une manière générale, les collectivités, les politiques et les agriculteurs, pour arriver à un prix acceptable où tout le monde faisait un effort, où tout le monde allait vers, certes, un coût plus élevé et une réduction des consommations. Voilà. Après, dire quel est le prix qui va bien, à chaque fois, c'est très différent. On l'a dit, ça dépend aussi de chaque territoire, de chaque système, qui a des enjeux. Et vous avez fixé un objectif global au monde agricole? On a fixé un objectif de prélèvement avec un standard de volume plus bas que la moyenne de ce qui prélevait précédemment, mais qui permettait d'arriver au même prix. Donc évidemment, s'ils continuaient à consommer comme avant, ils allaient payer plus cher. S'ils faisaient un effort de réduction de leur consommation, eh bien, ils se retrouvaient sur un équilibre économique qu'ils connaissaient déjà. Madame Launay? Oui, alors on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde par rapport à ça, parce que nous, on travaille depuis des années, et mon prédécesseur, sur plutôt une harmonisation des tarifs et une équité sur un ensemble de territoires
Et donc, ce qui en effet, le fait d'avoir un tarif différent par rapport aux usages de l'eau, on n'est pas tout à fait en phase sur cette partie-là. Par contre, sur les volumes, oui, on va se rejoindre. C'est-à-dire qu'en effet, il faut arriver à quand on parle de tarifs incitatifs, c'est plutôt un peu, on sera plutôt dans l'esprit de ce qu'a fait Toulouse, qui n'est pas représenté ici, Toulouse Métropole, par rapport à dire quand on a une ressource qui est fragilisée, il va falloir peut-être payer plus cher pour essayer vraiment d'inciter à réduire la consommation, et quels que soient d'ailleurs les usages. C'est pas parce que l'agriculteur a plus besoin ou a moins besoin. Il faut arriver à trouver quelque chose qui soit équitable malgré tout. Et vous l'avez trouvé, vous, sur votre territoire ? Pourquoi avoir un tarif différencié, par exemple, sur une utilisation en eau potable, et du coup avoir, alors qu'on est sur un même prélèvement sur nos rivières, on ne voit pas trop l'intérêt à ce niveau-là, parce que c'est nos abonnés qui vont payer sur le prélèvement. Donc non, là, à ce niveau-là, on n'est pas tout à fait en face. Par contre, il faut arriver, en effet, à réduire les consommations globalement, que ce soit les agriculteurs. Et je pense que la méthode, plutôt d'être sur du changement de pratique, en tout cas, ou c'est plus long quand même. C'est peut-être plus long. Oh, pas forcément. Pas forcément. Voilà, oui, forcément, il y a quelque chose, mais ça sera durable. Ça sera durable, parce qu'à un moment donné, c'est pas parce que vous avez monté le prix, il va y avoir une adaptation, et je suis pas convaincue qu'on soit sur quelque chose de durable. On voit par exemple, sur notre département, il y a des PTGE qui se mettent en place avec des agriculteurs c'est très intéressant, parce que du coup les agriculteurs maintenant prennent conscience de ce besoin en eau, et de ce travail qu'ils ont à faire, et ils sont très performants, notamment il y a de la fraise beaucoup dans le Lot-et-Garonne, et ils sont vraiment à la pointe de la technologie, presque plus que nous, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des mesures d'hygrométrie sur leur serre, de pluviométrie, etc., et ils vont gérer leurs besoins en eau j'ai envie de dire à la goutte d'eau, quoi. C'est-à-dire que vraiment on peut arriver à des choses de pratiques à la fois efficientes et sobres, et qui seront sur quelque chose de durable, parce que voilà, en plus c'est intéressant pour l'agriculteur, parce qu'il va forcément consommer moins, donc ça coûtera moins cher, etc. Je pense que le travail sur vraiment la partie mesure agricole est important, et même c'est long, c'est sûr, mais on a une nouvelle génération d'agriculteurs qui arrive, qui est plus l'agriculteur qui n'avait pas conscience de tout ça, et qui c'était pas sa préoccupation. Là, on a des techniciens agricoles qui connaissent les besoins, qui ont été sensibilisés à l'environnement, à la fois sur les intrants, parce que la sobriété, dans les 14 mesures, il y a 8 mesures qui sont sur la gestion quantitative, il y en a 4 qui sont sur la partie mesure qualitative, parce qu'il faut protéger nos ressources. C'est aussi ça, la sobriété, c'est dire toute la ressource disponible. Monsieur Lestrade. Oui, c'était juste pour apporter une précision sur ce que disait Madame Launay. On est quand même globalement d'accord sur l'activité agricole, et elle est dans un département qui a beaucoup évolué et qui est quand même très en pointe sur aujourd'hui le maraîchage, l'arboriculture et des cultures à très haute valeur ajoutée, ou à beaucoup plus haute valeur ajoutée. Le service, il est juste différent. Celui qu'on va couper, celui à qui on va couper l'eau ou demander de ralentir ses prélèvements plus tôt dans l'été en cas de sécheresse, c'est l'agriculteur. Voilà, tout simplement. Donc l'eau potable, effectivement, c'est le service qu'on va chercher à pousser jusqu'au bout, même en cas de sécheresse extrême, de difficultés complexes. On continuera à alimenter, à servir le besoin de l'eau potable le plus possible, le plus tardivement possible dans l'été et dans les crises. C'est comme ça qu'on a réussi à être résilient en 2022, face à une année très difficile. L'agriculture a dû un peu plus tôt se serrer la ceinture, commencer à faire des tours d'eau. On a réussi à mener les cultures, à les aider à mener les cultures jusqu'au bout, mais avec un service qui forcément est restreint un peu plus tôt, ce qui peut justifier ou pas, en tout cas on peut en discuter, mais c'est le choix collectif qui a été fait d'avoir des modèles tarifaires un peu différents sur un même système hydraulique.
Ne serait-ce que mettre des compteurs. En 2022, on a découvert qu'il y avait des départements où il n'y avait pas de compteurs chez les irrigants. Et comme par hasard, les compteurs, une fois installés, la consommation a baissé. Globalement, même l'agence de l'eau vous dirait que les prélèvements sur le milieu agricole, on ne le connaît pas vraiment exactement. On a des estimations, mais il y a beau avoir des compteurs, je pense que... Je ne sais pas si c'est extrêmement rassurant, Madame Perrier. Tout à l'heure, on a commencé la table ronde. Je vous disais qu'on avait fait des diagnostics de sobriété qui nous avaient permis après d'établir ces plans d'action sur la sobriété, ce qu'on appelle ces stratégies par sous-bassin. Les données qui ont été utilisées pour établir ces diagnostics, ce sont les données de redevances qu'on a au niveau de l'agence, puisque par le principe pollueur-payeur, chaque fois qu'il y a un mètre cube qui est prélevé, dessus il y a une redevance, agence. Donc de chacun de nos usagers, on connaît le niveau des prélèvements. Alors sur les données agricoles, il y a aussi des freins techniques qui sont en train d'être levés progressivement, parce que les points de prélèvement n'étaient pas forcément jusqu'à présent très bien géolocalisés. Mais c'est vrai que tous les ans on progresse dans la connaissance de ces volumes. Et par rapport au diagnostic, en fait, on est parti d'une période de référence pour lisser, parce que les prélèvements agricoles sont excessivement liés à l'année climatique considérée. Donc pour lisser un petit peu ces phénomènes d'année climatique, on a un point de départ qui est 2015-2019. Et notre point d'arrivée, justement, pour mesurer est-ce qu'on aura réussi à faire les efforts de 10%, seront calculés sur les années entre 2025 et 2030. Et c'est pendant toutes ces années qu'on va déployer l'ensemble des programmes de sobriété dont on a parlé au cours de la table ronde. Mais globalement, quand même, ce qu'on voit au niveau de ces diagnostics, c'est que depuis une dizaine d'années, globalement, tout usage confondu, en lissant un peu ces questions interannuelles, globalement, sur tous les usages, il y a une baisse des consommations en eau. Me voilà rassuré. Mesdames, Messieurs, y a-t-il d'autres questions, remarques, manifestations, imprécations? Voilà. Merci. Je vous demanderai juste de vous présenter. Merci Paola pour le micro. Bonjour. Bonjour, Patrice Marboutin de Mont-Narcé-Aglo, cycle de l'eau. Donc moi je voulais, on a parlé de compteurs, là on a parlé de sobriété des consommateurs. Je voulais vous faire juste un petit retour d'expérience par rapport à nous sur nos compteurs abonnés. Donc nous on a un système de télérelève qui permet de suivre au quotidien la consommation des abonnés, et entre autres d'enregistrer toutes les fuites et d'intervenir le plus rapidement possible au niveau de l'abonné, c'est-à-dire 48 heures, pour signaler les fuites. Ça veut dire que pour nous, le retour d'expérience, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus de problème de grosse consommation chez nos abonnés. On a résolu ce problème-là, on n'a plus de contentieux. Et quand on parle de grosse consommation, on parle rapidement de dizaines, voire centaines, voire milliers de mètres cubes. Donc est-ce que dans votre démarche de sobriété du consommateur, vous avez abordé ces questions-là? Et est-ce que vous travaillez ou vous couplez votre travail avec des systèmes de télérelève pour suivre au plus près les abonnés? Madame Gauthier. Oui, donc nous, sur tout le territoire de la Charente-Maritime, selon les exploitants qu'on a de la télé-relève ou de la radio-relève ou de l'équipement que sur les gros consommateurs ou tous les habitants, tout dépend des collectivités. Et effectivement, cette réactivité permet des économies non négligeables. Ça fait partie des actions qui ont été mises en œuvre. Et puis c'est des actions aussi qu'on prescrit, notamment pour les campings où on parlait, ceux sur les territoires où ils ne sont pas équipés, on leur conseille fortement de mieux connaître leur consommation, de diviser leur réseau, parce que les gros campings, c'est des petits villages. Donc mieux connaître son réseau, les sous-compteurs, et mieux connaître ses consommations. Et s'ils ne le font pas, vous leur promettez une tarification incitative? Non. Pas du tout. Non, on ne peut pas agir, nous on est responsable jusqu'à leur compteur. Certes. Donc le compteur d'entrée, après on les incite, mais on ne peut pas avoir plus de... D'accord. Mesdames, pas d'autres réactions? Oui. Oui, évidemment, c'est une question que je pense que tout le monde se pose. Au niveau de la régie, on a 300 000 abonnés. Aujourd'hui, il y en a 18 000 qui sont équipés d'émetteurs de télérelève.
Alors ça représente quand même 40-45% de la consommation totale, donc c'est vraiment les gros consommateurs. Et on est en train de mener une étude d'opportunité de généralisation de la télérelève auprès de l'ensemble de nos abonnés. Ça coûte cher à mettre en place, hein, des compteurs télérelevés? Oui. Bah oui, c'est quand même. Alors, quand on est sur des villes, c'est plus facile, mais je vois que Mont-Marsan, quand même, on est sur du territoire rural. Mais oui, ça a un coût pour l'abonné. Si on parlait d'investissement derrière, oui, on est sur 5-10 euros par compteur et l'exploitation derrière. Donc, quand on est sur un territoire rural, en plus, la performance n'est pas toujours au rendez-vous, hein. On a des zones vallonnées, des zones. Voilà. Donc, c'est en effet, il faut travailler avec une étude d'opportunité, voir quelle est la. On ne prendra pas 100% de nos abonnés en télérelève, vous voyez, dans un territoire rural comme le nôtre. Donc il faut trouver le bon compromis entre le prix et justement la performance que ça peut nous apporter en termes d'économie d'eau. Parce que bon, voilà, l'économie d'eau, ça reste quand même, la télérelève reste un service quand même. Il y aura une petite économie en effet sur des fuites qui pourraient traîner, mais elle est, c'est pas l'essentiel de notre économie d'eau à mon avis. Mais comme on l'a dit, on est sur du mix de solutions. Il faut qu'on arrive, voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas qu'une mesure. On essaie de trouver voilà, différents points d'accroche. Il y en a qui sont prioritaires parce qu'on va avoir une efficacité rapide, et il y en a qui sont sur du plus long terme pour essayer d'arriver, comme la réutilisation des eaux usées traitées, etc. Voilà, il faut arriver avec ce mix de solutions, de pouvoir s'adapter à l'évolution du changement climatique et à la réalité besoins de ces territoires. Et puis la télérelève, c'est bien, mais quelqu'un qui passe relever le compteur chez la personne isolée, c'est pas si mal, hein. Voilà, c'est toujours un service public qui passe, qui regarde si Mémé ou Pépé sont toujours là. Bon, bref, hein, bah oui, c'est aussi du lien social, l'eau, après tout. Bon, enfin bref. Colin McDonald, vous êtes là. Eh ben, c'est à vous, mesdames, messieurs, la présentation d'une solution par Colin McDonald, gérant de Agvo. Merci de l'accueillir. Bonjour tout le monde. On Merci. vous écoute. Oui, alors, bonjour. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Donc, moi, je suis Colin McDonald. Je suis le cofondateur avec Armel, donc Équité Homme-Femme sur cette société qui a été créée il y a 17 ans. Et nous sommes spécialisés dans l'économie et la gestion de l'eau après compteur. Et justement, tout a été dit tout à l'heure. Nous amenons une approche de performance globale. Effectivement, très important, si on veut être efficace, de pouvoir aborder un peu tous les sujets. Vous l'avez dit, vous avez parlé à l'instant de télérelève, voire de télésurveillance, même c'est plus que la télérelève en fait, c'est la télésurveillance au quotidien. Il faut suivre et agir rapidement. Mais si vous... voilà, et donc nous, on essaye d'apporter une vision très globale là-dessus. Donc on va travailler sur la télésurveillance, sur les réseaux. Tout à l'heure, vous avez parlé dans les bâtiments de connaissance du réseau. Grosse problématique, notamment les campings. On ne connaît pas nos réseaux. Dans les parties privées, il y a très peu de gestion en fait d'eau. Il y a des plombiers qui interviennent sur les réseaux, mais on n'a pas cette notion de gestion qu'on peut trouver dans le service public. Et pour pouvoir amener de l'économie efficace, on essaye d'avoir une gestion globale. Donc c'est quoi? C'est la télésurveillance, la connaissance du réseau, de l'hydroéconomie, de l'eau de substitution, des nappes, des fourrages, de la reuse, qui sont des sujets aujourd'hui qu'on commence à entendre parler, qui sont très compliqués aujourd'hui à amener parce que ça vaut cher. Mais bon, on essaye d'amener ces visions globales et on a travaillé avec Margot, entre autres, sur le quartier Mériadec, où on a vu aujourd'hui des tours aéros qui consomment la moitié d'eau potable du bâtiment et qui sont rejetés directement à l'égout. Voilà, ça c'est des choses que l'on voit aujourd'hui partout. Il y a des parcs, le tramway de Bordeaux est arrosé 90% à l'eau potable. Voilà, il y a des lacs qui sont remplis à l'eau potable. Donc il y a beaucoup de choses à faire à tous les niveaux, mais il faut avoir une vision globale pour essayer d'être efficace. Non, c'est pas tout, donc pardon. Et oui, voilà, donc pardon, il y avait une diapo suivante. Donc par exemple, ce qu'on a essayé de mettre ici, là vous avez une photo, c'est le parc cimetière de Bordeaux, un cimetière qui fait à peu près 25 hectares, 13 compteurs d'eau, aucune connaissance du réseau depuis 30 ans. Et on a créé un SIG. Donc on a pu amener même des SIG dans les parties privatives, comme on gère des réseaux publics, pour savoir comment on coupe un réseau. Et avant d'aller essayer d'optimiser la consommation pure,
il faut savoir déjà, par exemple, si on a une problématique sur un réseau, au lieu de couper tout le parc, ben on va déjà savoir où sont les vannes, quelles sont la durée des vannes. Une vanne, ça a une durée de vie de 20 ans. Si on n'est pas capable d'entretenir et de piloter son réseau, ça ne sert à rien d'aller faire de l'hydroéconomie sur les points d'épuisage, parce que en 2 jours, vous allez anéantir toutes les économies d'eau que vous avez fait sur quelques jours. Donc voilà, ce qui est très important, c'est d'avoir une démarche logique, cadrée. Donc de l'instrumentation au départ pour mesurer, pour suivre. Ensuite, une bonne gestion des réseaux. Ensuite, de l'hydroéconomie. Et vous avez parlé tout à l'heure, un point très important, du prix de l'eau, de l'économie d'eau, de la rentabilité de l'hydroéconomie, du retour sur investissement. L'eau n'est pas chère, c'est vrai, c'est un problème. Mais une des solutions, c'est d'essayer de réfléchir d'une autre manière, de se dire que les premières économies, si on arrive à cibler d'abord ce qui consomme énormément, où sont les pertes, où sont les gestions, et qu'on travaille là-dessus, mais les premières économies que l'on va faire sur l'année vont pouvoir servir à payer d'autres travaux sur l'économie d'eau. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas un retour sur investissement efficace, mais si la première année, le gain permet d'enclencher d'autres travaux, mais petit à petit, on arrive à avoir quelque chose de rentable. Et après, évidemment, il faut venir pérenniser aussi ces solutions. Moi, ça fait 17 ans que je fais l'économie d'eau. J'ai vu des projets où on avait tout fait, il n'y a pas eu de suivi. Et bien, au bout de 5 ans, 10 ans, ça s'oublie. L'économie d'eau s'oublie. Donc, on ne se rend pas compte, en fait. On ne se rend pas compte de la performance qui a été mise en place. Et du coup, il faut toujours essayer, c'est un point très important, de pérenniser ces actions. Donc aujourd'hui, la télésurveillance se développe, mais elle n'est pas partout. Vous voyez, Margot disait Bordeaux, certes, ils ont ciblé les gros consommateurs, mais il reste, je ne sais plus comment tu as dit, de 100 000 compteurs, 18 000 sur 300 000. Vous voyez, le pourcentage, c'est faible au final. Mais bon, voilà, tout ça, c'est long et ça se met en place. C'est ce qu'on essaye de faire, nous, à notre humble niveau, avec des collectivités, des gestionnaires, mais toujours après compteur. Ce que vous dites qui est très intéressant, c'est qu'il ne suffit pas d'installer un compteur, voilà, il faut être derrière, il faut analyser, il faut être derrière les gens, parce que sinon les économies finissent par disparaître. On finit par s'habituer toujours à un volume d'eau et en fait c'est un effet rebond. Enfin, il faut être derrière les gens, il faut sans cesse relancer la machine de la vulgarisation, de la sensibilisation, sans cesse remettre devant les gens leur consommation réelle. Et est-ce que ça veut dire aussi sans cesse ajouter des objectifs ou créer de nouveaux objectifs pour relancer l'intérêt ? Oui, alors oui, exactement. Il faut suivre, mettre des outils. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir quand même des outils qui se développent, des nouveaux outils un peu partout qui peuvent s'adapter. Il faut suivre. Et c'est pas parce qu'on met de l'eau de substitution, par exemple, là on a travaillé sur le jardin botanique, on a diminué de 85% la consommation d'eau du jardin botanique, notamment par de l'eau de substitution. Ici à Bordeaux ? Oui, à Bordeaux. Mais c'est pas parce que on met de l'eau de substitution qu'il ne faut pas chercher la performance aussi sur l'eau de substitution. La performance doit être globale. On optimise l'eau potable. On aura toujours besoin d'eau potable pour se laver les mains, pour boire, mais pour laver, pour arroser, pour remplir des lacs, on n'a pas besoin d'eau potable. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas avoir une gestion raisonnée. Le débit de pointe, par exemple, analyse des débits de pointe sur, par exemple, des forages, essayer de mieux gérer le cas du jardin botanique. Ils avaient un débit de pointe de 25 mètres cubes heure, ce qui crée des problèmes. Et en fait, si on arrive à sectoriser, à bien piloter son réseau, on fait tomber ce débit de pointe et on arrive à mieux gérer. Et du coup, on arrive à mieux piloter avec des autres substitutions, on arrive à aller chercher la performance. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut essayer de chercher cette performance et encore une fois la pérenniser. Mesdames, messieurs, des questions à notre ami ? Cela vous évoque quelques remarques ? Bon, vous avez été parfait alors. Bon, merci à vous. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, peut-être des questions à votre tour ? Ah non, j'y arriverai pas avec vous. Hein. Vous êtes sûr, madame, que vous ne voulez pas poser une question ? Merci beaucoup. Merci. Madame Palmier, vous ne nous avez pas parlé de votre démonstrateur. Est-ce un démonstrateur à Beaudésert ? Donc effectivement, toujours dans la même thématique, d'essayer de trouver des ressources alternatives à la consommation d'eau potable, notamment pour des interventions qui ne nécessitent pas ce type d'eau. Je pense au nettoyage des voiries, l'arrosage des espaces verts. Il y a un démonstrateur d'infiltration d'eau pluviale qui a été installé sur Mérignac. Alors la genèse, elle s'est faite avec notamment deux piliers. Le premier, c'est un outil de programmation d'aménagement du territoire qui est basé notamment sur la capacité d'infiltration des sols sur la métropole de Bordeaux. En parallèle, il y a eu une cartographie qui a été réalisée par le BRGM
qui a déterminé par zone les parcelles qui étaient les plus favorables à l'infiltration des eaux pluviales. Et en fait, tout ça a permis de dimensionner et de créer le démonstrateur d'infiltration d'eau pluviale qui sert en fait par un traitement naturel avec des roseaux, de récupérer l'eau d'un bassin, d'un plan d'eau permanent, donc qui varie avec la pluviométrie qui l'alimente, de passer sur des parcelles de filtration. Gravitairement, on a ensuite un cheminement par un filtre à charbon à granulés, et ensuite on finit sur une parcelle qui termine le traitement. Ce qui permet d'avoir une amélioration de la qualité que l'on infiltre dans la nappe plio-quaternaire. Et depuis cette nappe, on a créé un forage, à peu près 10 mètres de profondeur, dans lequel on va puiser 10 000 mètres cubes à l'année, alors qu'on aura, par ce système, alimenté la nappe à hauteur de 40 000 mètres cubes par an. Donc c'est un prototype, mais qui a la possibilité d'être dupliqué sur l'ensemble du territoire. Il vient d'être mis en service cette semaine, si je ne me trompe pas. Voilà. Et on va voir un petit peu quelle est son évolution, quelles sont les analyses qu'on en retire, et éventuellement améliorer le système ou le modifier. Madame Perrier, ça vous inspire? Eh bien, allez-y. Faites-nous part de votre inspiration. Oui, bien sûr, ça fait partie des évolutions vers lesquelles on peut aller. C'est typiquement quand on lance des appels à projets, notamment sur les économies d'eau dont vous avez bénéficié. Voilà, c'est ce genre de projet que nous on souhaite pouvoir accompagner à travers la solidarité du bassin. Merci beaucoup. Qui va faire le mot de la fin? Bah tiens, Madame Burgalière. Je crois que c'est vous qui avez le moins parlé, donc je vous laisse 4 minutes. Ah oui, je peux vous raconter ce que vous voulez. Limoges, et tous. Pour rebondir sur la présentation de monsieur, effectivement, je trouve que l'eau sera... J'ai perdu ma phrase. L'eau sera un objectif politique. Que l'eau sera plus visible quand elle manquera, en fait. En fait, c'est assez important, c'est ce qu'on dit aux entreprises et qu'on dit aux citoyens, c'est qu'effectivement, elle avait peu de valeur parce que pas très chère, et puis qu'on ouvre le robinet, on a toujours eu de l'eau, mais qu'en fait, elle sera de plus en plus visible parce qu'elle va venir à manquer. Donc finalement, il faut ne rien faire pour attendre qu'elle manque. Non, c'est pas le propos du jour a priori, mais non, justement, c'est de faire comprendre aux gens qu'on va en manquer. Et ça, c'est un peu un défi pour nous au quotidien à Limoges, parce que les gens pensent qu'on est un territoire effectivement qui est plutôt vert, où on a de la pluviométrie, mais comme je vous le disais, on a des eaux de surface qui sont nos ressources, et donc il y a quand même La sobriété n'est pas évidente, l'eau est partout. Oui, exactement, elle est visible, on a beaucoup d'étangs, etc. Et les gens ont du mal à comprendre effectivement qu'on en manquera. Et d'où il est hyper important de valoriser les études qu'on peut avoir. Donc nous, on s'appuie beaucoup sur nos partenaires SABV, EPTB, etc. qui ont mené des études prospectives qui sont très intéressantes et qu'on fait de la sensibilisation grand public autant que pour les entreprises. Et pour le grand public, on va être cette année sur notre 2e événementiel sur de la sensibilisation grand public avec de la démonstration, du jeu ludique, immersif, où on teste, où on voit. On a beaucoup de partenaires locaux qui y participent, et ça c'est un vrai intérêt. Alors je rejoins Mme Launay, on ne sait pas le mesurer, on ne sait pas mesurer quel impact ça a. Pour autant, on voit que ça a énormément d'intérêt, qu'on déconstruit beaucoup d'idées reçues, qu'on donne beaucoup de tips et beaucoup de bonnes pratiques qui sont mis en œuvre. Est-ce que ça peut avoir un intérêt pour les élections en prochain, les élections municipales? Est-ce que l'eau, a fortiori dans un territoire tel que le vôtre où l'eau est visible et apparemment en abondance, pourrait devenir, ça a été dit et ça a été suggéré lors des 2 précédentes tables rondes, j'ai quand même un doute, il a été dit que l'eau serait un sujet majeur de la campagne municipale. Vous y croyez? Je vais faire une réponse facile de technicienne de collectivité. Je ne fais pas de politique. Pour autant, c'est pas la politique, c'est votre avis de citoyen. Là. Oui, je représente la collectivité aujourd'hui. Est-ce que vous sentez que les candidats déclarés ou ceux qui devraient se déclarer vont prendre l'eau comme un sujet de campagne? Nous, c'en est déjà un en fait. C'en est déjà un, et il est inscrit au projet de territoire depuis 2021 avec donc le mandat actuel, les élus du mandat actuel qui l'ont inscrit. Ça ne suscite pas d'opposition politique malgré tout? Non, alors pour le coup, je pense que les citoyens seraient un peu choqués si ça devait effectivement être un débat. En tout cas, si le programme, en tout cas les actions mises en place pour protéger la ressource eau, si elles étaient contestées, j'imagine que ce serait un petit peu particulier pour le citoyen. Mais donc j'ai plutôt bon espoir que le sujet soit toujours pris en main par les futurs élus s'il devait changer. Et à Bordeaux, Mme Fargier, vous sentez les choses comment?
L'eau pourrait être un sujet de campagne? Je ne suis pas sûre que ce soit à moi de me prononcer sur ce sujet-là. Non, je ne vous demande pas si l'eau devrait, je vous demande si l'eau pourrait être un sujet de campagne. Qu'est-ce que vous sentez justement dans l'appétence des politiques, des élus sur ce sujet-là? Est-ce que vous pensez que ça ira jusqu'à être un objet de débat lors de la campagne des municipales? Je ne pense pas que ce soit un objet de débat parce qu'on sait factuellement qu'on a une... Alors nous, on est 100% sur des nappes profondes, souterraines. Et factuellement, on sait que notre ressource est fragilisée, elle est en tension. Donc pour le coup, il n'y a vraiment pas de débat, c'est physique et c'est factuel. Donc je ne pense pas qu'on remette en question ce sujet-là. Madame Gauthier, la sobriété sera-ce un sujet politique majeur l'an prochain? Je pense que comme beaucoup de sujets français, ça va être très lié à la météo. Il suffit qu'il y ait une situation de crise, de sécheresse ou d'inondation, on le voit bien, qui peut poser problématique dans les deux sens, que ce soit pour l'eau potable ou l'assainissement. Ça peut très très vite devenir un sujet politique. Et c'est les situations de crise, on en parlait, hein, parfois c'est ce qui est vraiment, qui peut vraiment impulser des changements. On l'a vu avec 2022. On en parlait avec des fournisseurs de solutions qui avaient vraiment vu, après la sécheresse de 2022, énormément de structures privées et publiques étaient prêts à innover, à tenter le coup. Et ils sentent vraiment, avec 2023-2024, plus vraiment de sécheresse sur nos secteurs, où là, il n'y a plus de commandes, plus d'innovation. Donc c'est vrai que malheureusement, on attend souvent des niveaux de crise pour agir. Bon, on est une civilisation judéo-chrétienne, on a besoin de la pédagogie, de la catastrophe. Voilà, il faut que l'eau manque ou soit trop abondante, y compris dans les médias. Hein, nous autres journalistes, on a commencé vraiment à parler du sujet après la canicule de 2022. Moi, je l'ai vu. Alors, je suis dans le métier depuis une trentaine d'années. Je l'ai vu notamment C'est dans l'air où j'ai mon rond de serviette. Hein, les choses ont complètement changé. Et où rédac chef et rédactrice en chef me disaient ah bah ouais, effectivement, là on est comme au Maroc. On est comme dans les pays du Sud. Eh bien oui, donc la pédagogie, si ce n'est de la catastrophe, du moins du stress, et la notion de sobriété commence elle aussi à être de moins en moins associée à la notion de pauvreté, à la notion d'appauvrissement. Oui, on peut continuer à vivre convenablement en consommant moins d'eau. Je donne juste une image. C'était au Cyclo Montpellier, je ne sais plus qui a présenté, c'était le président du Mcomcom, une solution d'irrigation, d'amélioration de l'irrigation sur, me demandez plus où c'est, je crois que c'était au nord de Perpignan, donc à la fois du compteur téléopéré et de l'arrosage non plus gravitaire mais au goutte à goutte. On fait faire plus de 95% d'économie d'eau, ce qui semblait inaccessible et qui l'a été finalement avec un investissement notamment subventionné par l'agence de l'eau assez faible. Donc oui, c'est possible, on peut continuer à faire du pinard en consommant moins d'eau. Bon, je pensais faire une blague, mais en fait, elle ne marche pas. Merci, mesdames, merci, monsieur. Prochain débat dans une demi-heure sur la qualité de l'eau. 3, 2, 1.